Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement, qu'Allah exauce vos vœux et qu'Allah nous accompagne pour un bon vendredi aujourd'hui. Madame, Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de votre émission. Alors, cette semaine, on s'intéresse à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila dans la rubrique à la découverte 2 et aujourd'hui, on termine avec les témoignages. Et pour la revue de presse, nous serons avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Ismaïla Rabo, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour partager l'information avec nous. Dans la rubrique invité du jour, nous parlerons d'une rencontre de la jeunesse de l'AES intitulée La première université d'été de l'AES, une rencontre qui vise notamment à réunir des jeunes à travers des communications pour accompagner la vision des 3 dirigeants de ces pays-là. On en parlera avec notre invité du jour. Plus tard, pour la rubrique sécurité routière, on parlera notamment des virages dangereux. Comment on peut aborder notamment ces virages dangereux? Ça sera avec M. Nema Palinfo de Victoire Auto-École. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de vous installer confortablement. On part tout de suite et maintenant pour à la découverte de direction Lumbila pour découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila qui accueille des enfants orphelins ou en situation de détresse de 0 à 18 ans pour leur donner de l'éducation à travers également l'école et puis notamment les activités d'autoprise en charge qu'on peut retrouver au niveau de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Les Wagalais connaissent bien cet orphelinat pour surtout le pain au sésame donc de leur pizzeria et puis il faut reconnaître que surtout c'est un orphelinat qui fait dans le social. Merci de suivre ensemble les témoignages, le récapitulatif de la semaine et on revient. CAER, c'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille Swala à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. La ferme animalière aussi, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement.
Bon, les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Voilà, donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, bon, c'est des enfants en détresse, d'autant plus. Voilà, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Voilà, tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà, et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège
pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, les centres doivent quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Nous étions cette semaine à Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila à travers notre rubrique à la découverte d'eux. Pour la suite de cette émission, nous feuilletons les journaux à présent à travers la revue de presse. Le directeur de l'information de Savan Media nous retrouve à présent. Et là, Jasmine Larabo. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Les titres d'abord. Oui, en commençant par aujourd'hui au Faso, coopération et émissaire du président de la République d'Azerbaïdjan chez le président du Faso. Sitaraï, remise de codes d'accès à la bibliothèque numérique à des écoles. Dissolution du Parlement et élection anticipée au Sénégal. Faye prend ses responsabilités, ça passe ou ça casse le 17 novembre. Suivi des campagnes 2024-2025, le ministre Sombier in situ au centre-sud et au centre-est. Dans News du VSD, on peut retenir la CONAREF remet des vivres aux plus vulnérables. 108 tonnes de farine de blé importée et plusieurs milliers de chichas saisis. Couvre-feu prolongé dans la région de l'Est et Paul Domon, grand absent du prochain Tour du Faso. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une du journal Aujourd'hui au Faso. Le pays à présent, Bobo Dioulasso, l'a été valide la construction d'un nouvel abattoir moderne. Affaire présumée de non-exécution d'une décision de justice, la mise au point de UBA. Coopération bilatérale, Ouagadougou et Bakou renforcent leurs relations. Pour pourrir rentrée scolaire 2024-2025 vers la généralisation des nouveaux curricula de la réforme curriculaire. L'ONAB, Jean-Gaston Ouedraogo empoche la somme de 66 163 000 francs CFA. Semaine de Poco, 8 raisons pour une femme enceinte de faire le sport. Mystère psychique et spirituel, les facteurs qui boostent l'évolution psychique et spirituelle, selon Roch Bakiono. Affaire de vente de places dans les établissements scolaires, de la nécessité de valoriser le corps enseignant. Actu Sport, Sénégal, est-ce la fin pour Aliou Cissé? Point d'interrogation, nous passons au quotidien d'État citoyen. Sortie des incubés de technologie agricole, 44 VDP de l'agriculture prêts à s'auto-employer. Augmentation du capital de la BOAD, les députés autorisent la ratification d'un accord de près de 30,8 milliards de francs CFA. Dans Chronique, attention, la rentrée arrive. Et puis, coopération et un émissaire du président de la République d'Azerbaïdjan chez le président du Faso. Biotechnologie au Burkina, une réponse durable aux défis agricoles. Situation nationale, une délégation gouvernementale rassure les forces vives de Tanguy et du Kourouéogo. L'Express du Faso qui vient de Bobo Dioulasso, réouverture d'école, ces chiffres du ministre Dengara qui rassure. Autant le dire, monsieur le ministre, monsieur le premier ministre, posons-nous tous les mêmes questions. Formation des jeunes, la Citaraï offre des codes d'accès à la bibliothèque numérique. Vrai ou faux, à la Sofitex, on ne voit plus les choses comme avant. IB semble être blessé, entre guillemets, par le drame de Barça-Algo. AIS Ouerepan de Bakari Dambélé, le maître du Tianou, chante pour les États du Sahel. Et puis, vente illicite de terre à Nassau, c'est toujours à Bobo Dioulasso. Les acquisitions sont nulles et de nul effet. Le patriarche Sogodi Jean-Baptiste Sanou. Et puis, dernier titre à la une de l'Express du Faso, actu commenté. Inondation après les ponts et chaussées. Crainte pour les champs. Passons à présent à l'observateur Palga. Produit aphrodisiaque contenant du tadalafil. L'agence des régulations pharmaceutiques déconseille leur prescription.
66 millions au 4+1 du 1er septembre, l'heure de Wen Pagnardé a enfin sonné. Dans une lettre pour l'aïe, cri de cœur d'un fils de Goulmou, Ada Diallo connaît toujours introuvable. Procès des concours de la magistrature, point d'interrogation toujours dans une lettre pour l'aïe. Et puis, Dr Jean-Marc Palme, célébration d'une éminence des sciences et de la recherche. Gestion durable des espèces, des ouvrages pour préserver les ressources financières. Et puis on termine avec le journal Le Quotidien, attaque de Barsalgo. L'ennemi sait qu'on est sur la bonne voie et il cherche à créer la division. Dixit général Kassoum Koulibaly, ministre d'État en charge de la Défense. Et puis Abdoulaye Gueye, nutritionniste. La banane est particulièrement bénéfique pour la santé cardiaque. L'ONAB, Jean-Gaston Ouedraogo décroche la cagnotte de 66 163 francs CFA. Dans la rubrique digne d'intérêt, on retient le titre lutte contre la fraude, 108 tonnes de farine boulanger illégalement importée saisie, et puis lutte contre le tabac, des cigarettes électroniques chicha d'une valeur de 26 400 000 francs CFA retirés du marché, produits aphrodisiaques, l'importation et la commercialisation de certains produits interdite. C'est ce qu'on peut lire ce matin. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Commençons par le carnet d'audience de la présidence du Faso, le chef de l'État qui a reçu un émissaire du président de la République d'Azerbaïdjan. Oui, l'Azerbaïdjan, dont la capitale est Bakou, est situé à côté de la Russie, mais côté Asie occidentale. C'est un pays qui était sous la coupe de la Russie jusqu'en 1918, année à laquelle l'Azerbaïdjan a pris son indépendance. Et pour ce qui concerne sa coopération avec le Burkina Faso, ça fait 20 ans. Et l'émissaire du président azerbaïdjanais a dit que c'était justement pour marquer ce 20e anniversaire que le président l'a envoyé auprès du capitaine Ibrahim Traoré. Et à travers quelques petites recherches, j'ai vu que c'est un pays où le taux de pauvreté est très faible. À peine 5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon l'indice du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, sur la base de l'IDH, l'indice de développement humain. Alors que quand on regarde, nos pays, c'est autour de 45-50% de taux de pauvreté, c'est-à-dire des gens qui ont moins d'$1 par jour. C'est pas moins de 45-50%. Voilà. Et ils sont à 5%. C'est relativement bien. C'est un pays qui a autour de 9 millions d'habitants. Okay. Voilà. Et qui traite de plus en plus avec le Burkina Faso, mais que les Burkinabés connaissent moins. L'émissaire qui a échangé hier avec le président du Faso a dit que l'Azerbaïdjan entendait renforcer ses relations avec le Burkina Faso dans le domaine de la coopération, donc de la diplomatie, mais aussi à travers d'autres domaines comme la formation technique et professionnelle, les mines, le commerce et d'autres secteurs dans lesquels le Burkina Faso et l'Azerbaïdjan pourraient tirer des intérêts mutuels et intéressants pour les deux pays. C'est ce qu'on peut retenir de cet échange-là. Je crois que la délégation a aussi échangé avec le ministre des Affaires étrangères qui a d'ailleurs accompagné la délégation azerbaïdjanaise à Koulouba. Et on continue, là cette fois-ci on parle du ministre d'État en charge de la Défense qui a conduit une délégation à Tangendasouri et à Boussé. Oui, le ministre Kassoum Koulibaly, le ministre d'État en charge de la Défense, général Kassoum Koulibaly, avait à ses côtés d'autres ministres, dont le ministre de la Santé, Dr Lucien Robert Karboubou, et le secrétaire général du gouvernement. Ils sont allés, c'est dans le cadre de la tournée gouvernementale dans les régions pour rencontrer les forces vives. Là, vous savez que ça a commencé juste après le drame de Barsalgo, mais ça se poursuit, puisque le gouvernement n'a pas encore fait un rapport global de ses sorties et de ses rencontres avec les forces vives. Donc on imagine que tout le territoire n'est pas encore totalement couvert. Sinon, on aurait eu un bilan de ces sorties. Donc, le ministre Kassoum Koulibaly est allé à Tangendasouri, pour ce qui est de la province du Kadiogo, et puis à Boussé, pour ce qui est de la province du Kourouébo,
pour échanger avec les forces vives, pour rassurer les uns et les autres et pour leur demander de s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme, de faire preuve de solidarité, d'unité, de faire preuve d'engagement. Il a remercié les forces vives pour leur accompagnement de la transition, pour leur confiance placée au président Ibrahim Traoré, mais il a dit qu'il y a encore des défis et des enjeux du genre barrer la route à l'ennemi qui veut diviser le peuple burkinabé. Et c'est ce que le quotidien a repris à sa une ce matin. Le ministre de la Défense dit exactement, l'ennemi sait qu'on est sur la bonne voie et il cherche à nous diviser. Oui. Il cherche à créer la diversion et la division. Il cherche à créer le trouble, à faire en sorte que les uns se détestent mutuellement et s'accusent les uns les autres sur les côtés de la lutte qui ne marchent pas encore comme on le souhaiterait. Donc pour le ministre de la Défense et la délégation gouvernementale qui l'a accompagné, autant à Tangdasouri qu'à Boussé, ils ont demandé aux gens d'être engagés, d'être concentrés, de dénoncer ce qui ne va pas, de pointer du doigt l'ennemi et puis de faire en sorte qu'il ne passe pas par chacun de nous pour semer le trouble comme il veut le faire. Alors, actualité internationale maintenant, oui. Le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo qui renonce à un second mandat. Oui, à la surprise générale. À la surprise générale, son mandat prend fin en 2025. On pense que, étant considéré comme un membre du syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, il aurait fait comme les autres, comme Alassane Ouattara qui a son 3e mandat, qui pense au 4e, comme Macky Sall qui a tenté un passage en force pour obtenir un 3e mandat, qui n'a pas pu le faire, et puis comme d'autres, parce qu'on en a l'habitude dans l'espace CEDEAO, même si en même temps, paradoxalement, c'est la CEDEAO qui tente de donner des leçons aux autres. Umaru Sissoko Embalo a dit non, il a fait un mandat, presque un mandat, il finira son mandat en 2025, l'année prochaine, il ne compte pas briguer un second mandat, il ne sera pas candidat. Bon. Y en a qui disent tout de suite, ah, il faut prendre avec des pincettes. Moi, je pense qu'il pourrait être de bonne foi, sinon il n'aurait pas dit, on ne l'a pas obligé à le dire, on ne l'a pas obligé non plus à renoncer à son éventuel second mandat. Mais on retient qu'il a eu un premier mandat, bon, peut-être c'est le dernier aussi, c'est ce qu'il dit en tout cas, relativement tumultueux. On sait qu'il a engagé son mandat dès 2020 avec quelques bisbilles avec le président ivoirien. On se souvient de ce qui a filtré d'un sommet des chefs d'État. C'était en période Covid, donc c'était en visioconférence. Ils ont fait un sommet et Umaru Sissoko Embalo avait accusé Alassane Ouattara d'être lui aussi un putschiste parce qu'il avait forcé les Ivoiriens à accepter un 3e mandat de lui. Il était même passé sur quelques cadavres dont on ne connaît pas le nombre exact pour arriver au pouvoir pour la 3e fois et que Alassane Ouattara n'était pas différent des militaires putschistes qui s'installaient par la force des armes. Voyez-vous, donc ça avait créé un certain tumulte au sein de la CEDEAO, mais après, Umaru Sissoko Embalo a échappé à une tentative de coup d'État, et puis des observateurs ont dit que c'est ce qui l'a ramené dans les rangs. En tout cas, il s'est aligné sur la vision du syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, et depuis, c'est lui-même qui prend les devants. Et il était président en exercice de la CEDEAO quand les événements majeurs là, sont survenus au Burkina. Donc il est venu, je crois, par 2 fois sous le président Damiba et sous le président Traoré pour échanger autour de l'architecture de la transition du Burkina. Bon, c'est après tout ça que Embalo annonce qu'il ne sera pas une nouvelle fois candidat en 2025. C'est tant mieux pour la démocratie. Maintenant, il faut que les Bissau-Guinéens en tirent toutes les leçons et fassent en sorte que leur processus démocratique, tel qu'il est engagé, poursuive son bonhomme de chemin, si tant est que c'est la voie par laquelle
ils vont parvenir au développement. Parce que la Guinée-Bissau a habitué aussi l'Afrique à des coups d'État, à des troubles, parce que c'est une zone carrefour du narcotrafic où beaucoup de drogue passe. C'est un pays où beaucoup de narcotrafiquants ont pignon sur rue, et donc ça influence négativement la gouvernance politique et économique du pays. Donc si après Ambalo, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui gère un autre mandat ou d'autres mandats paisibles, je crois que ça va beaucoup aider. Bon, parce que son prédécesseur, José Mario Vaz, avait lui aussi pu terminer son mandat avant d'être battu aux élections par Oumarou Sissoko Ambalo. Et on termine au Sénégal, le président Faye, lui, a dissous le Parlement. On l'attendait, parce que son Premier ministre a laissé planer l'idée de la dissolution du Parlement il y a quelques jours, à peu près une semaine. Ousmane Sonko, au détour d'un échange, disait que les députés qui font le malin à l'Assemblée là auront d'autres choses à faire à partir du 12 septembre. Ah oui. Donc les gens ont dit, tout de suite le 12 septembre, c'est une grande date au Sénégal, attendons de voir. Finalement, hier c'était le 13 septembre, et nous apprenons que Bassirou Diomaye Faye, comme le dit le journal aujourd'hui au Faso, a pris ses responsabilités et a décidé que ça va passer ou ça va casser le 17 novembre prochain, date de la prochaine élection législative. Voilà, c'est une prérogative du président sénégalais, c'est comme un peu dans nos pays. La Constitution prévoit que le président peut dissoudre l'Assemblée. Voilà. Et Macron l'a fait en France tout récemment, mais il en a payé le prix parce que quand vous dissolvez votre Assemblée, et le risque, c'est de perdre les élections législatives. Voilà. Il faut être sûr de pouvoir les gagner quand vous décidez de dissoudre. Emmanuel Macron l'a fait en France, croyant qu'il allait gagner les élections législatives, et puis il les a perdues. Voilà. Donc il était obligé de nommer un Premier ministre. Normalement, il aurait dû nommer un Premier ministre de gauche, parce que c'est la gauche qui a gagné les élections législatives, mais finalement, on ne sait pas par quelle acrobatie, il a nommé un Premier ministre de droite, dont le parti est arrivé même 4e à l'élection législative en France. Bon, ça c'est les travers de la démocratie à la française, bon, qui veut nous donner des leçons. Ça veut dire que la France est mal placée pour nous donner des leçons de démocratie. Bref, on parle du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, en fait, quand il est arrivé, c'était prévisible, parce qu'il est arrivé au pouvoir alors que les députés avaient à peine 2 ans et demi de mandat. Ça veut dire qu'il doit cohabiter avec les députés qui ne sont pas majoritairement ces députés, de l'ancien pouvoir de Macky Sall. Donc c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui a la majorité des députés à l'Assemblée au Sénégal, ou qui avait jusqu'à hier en tout cas la majorité des députés au Sénégal. Et vous êtes d'un autre parti, vous devez gouverner avec des lois que ce Parlement va voter. Comment vous faites? Si ces députés-là, n'acceptent pas votre politique, ils vont bloquer tous les textes que vous allez leur proposer. C'est ce qui est arrivé. Il y a quelques jours, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont proposé une modification de la Constitution pour dissoudre le Conseil économique, social et environnemental du Sénégal et le Haut Conseil des collectivités territoriales au Sénégal. C'est la fêtière des communes. Et puis les députés ont refusé. Donc il était bloqué. Par ailleurs, Ousmane Sonko, un mois après sa nomination comme Premier ministre, devait faire un discours devant les députés, un discours de politique générale, comme nous on fait aussi ici. Bon, il était coincé parce que quel discours il va prononcer et quelle réaction il va avoir des députés qui ne sont pas majoritairement de son parti, le PASTEF. Voyez-vous, ça a bloqué. Ensuite, Bassirou Diomaye Faye, probablement ce qu'il redoute, c'est la loi de finances. Parce qu'en fin d'année, on va devoir voter un budget pour lui, pour 2025. Bon, là, il n'est pas sûr que son budget passe. Donc, l'un dans l'autre, il a regardé, analysé et il a trouvé que le mieux, c'est de chasser tous les députés, y compris ceux du PASTEF, les quelques-uns, et puis de ramener le peuple à la décision de créer une nouvelle architecture à l'Assemblée qui lui soit favorable et qui facilite sa gestion du pouvoir sur les 5 années. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, l'enjeu majeur, c'est qu'il peut ne pas gagner.
comme je le disais pour Macron en France, il peut ne pas gagner. Surtout que Bassirou Diomaye Faye, il a été élu sur la base d'un programme de rupture. Rupture par rapport à l'Occident et particulièrement par rapport à la France. C'est ce qui a amené les jeunes Sénégalais à mourir pour Bassirou Diomaye Faye, pour Sonko, tout ça il y a quelques mois. Et donc, une fois arrivé au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a commencé à tourner dans l'espace CEDEAO, à voir Alassane Ouattara, à aller voir Bola Tinubu. Bon, les gens ne savaient pas exactement sur quel pied il marchait et puis il est devenu subitement médiateur de la CEDEAO pour ramener l'AES dans la CEDEAO. Donc les gens ne comprennent plus. Il se dit que les jeunes Sénégalais commencent déjà à dénoncer, je dis quoi, une trahison de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko par rapport à ce qui les a portés au pouvoir. Voyez-vous, donc, si ils retournent en campagne électorale pour demander aux gens de voter le maximum de députés pour le PASTEF, on ne sait pas la réaction des Sénégalais. On verra bien. Mais c'est le 17 novembre. On verra bien. C'est avec des risques. Dans tous les cas, quand un président dissout son assemblée, il prend des risques. Je pense que ça fait partie des règles de la démocratie. On verra le 17 novembre ce qui va en sortir. Merci bien. Merci beaucoup. On va maintenant tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Idrissa Sankara. Il est juriste de formation et secrétaire général du CADES, le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso. Bonjour à vous, M. Sankara. Bonjour, Mme Kema. Bienvenue sur notre plateau. Alors, avec vous, on parle donc de la première université d'été. Donc, c'est une activité que vous organisez. On va en parler tout à l'heure, mais commencez par nous dire ce que c'est que le CADES. Merci, Mme Kema. CADES-BF est une organisation de la société civile, le Cercle d'action pour le développement économique et social Burkina Faso. CADES-BF est né en 2021. Et reconnu officiellement en 2023. Voilà. Donc, comme la dénomination l'indique, c'est le développement économique et social. Donc, c'est promouvoir donc les actions de développement. C'est également promouvoir les actions de paix. Voilà. Et donc organiser donc des conférences et tout ce qu'on peut faire pour contribuer au développement. Donc c'est dans ce sens que CADES-BF est né et nous agissons donc depuis donc notre naissance. Depuis quelle année? 2021. On est né en 2021. C'est un regroupement de jeunes cadres, voilà, qui se sont retrouvés pour réfléchir sur les questions de développement économique et social. Voilà. Merci. Et parlons justement de développement économique et social. Quelles sont les activités que vous menez allant dans ce sens pour le développement économique et social du Burkina? Madame Nikema, merci pour cette question. D'abord, en termes d'activités, nous menons des actions de réflexion. Nous faisons donc des propositions. L'année passée, par exemple, en mai 2023, nous avons donc réalisé une activité au niveau donc de Bobo de Lasso, où dans le milieu universitaire, où nous avons donc réuni les étudiants et puis le monde universitaire pour discuter des problématiques de développement et comment donc accompagner les actions dans ce sens et faire des propositions. Et nous déposons donc, toutes nos actions finissent par donc des rapports que nous déposons pour permettre à l'autorité politique de s'en inspirer. Alors, parlons maintenant donc, comme vous parlez de développement économique et social, quel est votre regard aujourd'hui sur notamment la vision des autorités de l'AES de fédérer leurs énergies, que ce soit pour le développement de leur pays, mais surtout pour la lutte contre le terrorisme? Ok, CADES-BF soutient déjà cette vision de l'AES. Parce que l'AES est une réponse à une situation et qui appelle donc ces États qui vivent des situations similaires à se mettre ensemble pour donc trouver des réponses, trouver des solutions. Donc nous partageons amplement donc cette vision de l'AES qui est donc de reconstruire donc les nations sur des valeurs donc endogènes, de reconstruire nos pays avec donc nos valeurs.
Aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, ces trois pays aussi sont toujours confrontés à l'insécurité. On a vu il y a quelques semaines le cas de Barça Algo. Avant ça, c'était donc le Mali qui était endeuillé aussi. Et alors, avec cette situation aujourd'hui, on a des autorités qui disent que l'impérialiste ou ceux qui financent le terrorisme veulent s'aimer la division au sein des peuples et des autorités, ou entre les peuples et les autorités de ces pays-là, afin donc de mieux créer une diversion ou la division. Quel est votre regard aussi à ce niveau? Vous voyez, déjà, c'est m'incliner et devant demander vraiment. C'est une situation qui nous peine. Et c'est vraiment m'incliner devant les dépouilles et demander véritablement paix à l'âme des disparus suite à ces différentes attaques terroristes. Et dire que, vous voyez, le désordre profite toujours à une main invisible. Si on crée le désordre, c'est que quelque part, il y a un intérêt. Hein, il y a un intérêt. Donc, nous savons que ces terroristes qui endeuillent nos États-là sont armés par quelqu'un quelque part, par, j'allais dire même, en tout cas par des États, j'allais le dire. Donc, pour ça, il faut que nous, au niveau de l'AES, on s'organise davantage pour mener donc la veille, voilà, et éviter ces genres de situations qui peinent et qui nous empêchent, qui empêchent le développement. Parce que toutes les fois que l'on est attaqué, vous vous rendez compte que quand on est en insécurité, on ne peut pas travailler. Alors que CADES-BF, dans son fondement, c'est inviter donc les gens à travailler pour donc produire. Et quand on ne produit pas, eh bien, on est dans la pauvreté. Quand il n'y a pas de production, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, donc du coup, nous vraiment luttons contre le terrorisme et nous avons donc l'occasion donc de l'activité que nous projetons dans le cadre de l'AES. Nous voulons donc inviter les jeunes là à se mettre ensemble pour qu'on ait des propositions concrètes et qu'on quitte le complexe, on se décomplexe pour agir utilement pour nos nations. Parlons de l'activité que vous organisez, M. Sankara. Vous organisez ce que vous appelez la première université d'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'université d'été, c'est un cadre de rencontre de jeunesse qui s'organise pendant les vacances. Permettre donc aux jeunes de se retrouver pour réfléchir sur leur vivre ensemble. Okay. Quand on vit dans la société, il y a des problématiques qui se dégagent où il faut donc se parler pour trouver des solutions. Et nous avons trouvé que cette année, avec donc le contexte national et avec la création de l'AES, il faut que la jeunesse ne soit pas en marche. Il ne faut pas que actuellement nous sommes dans une philosophie d'AES des peuples. C'est-à-dire que ce soit l'AES soit un outil des peuples. Voilà. Et pour justement cette édition, quelle est la thématique que vous avez enrôlée pour la discussion? Oui, et c'est la grande thématique, c'est l'impératif engagement de la jeunesse de l'AES pour la reconstruction donc des nations. Voilà. Donc c'est la thématique centrale, oui. Voilà, qui sera donc débattue lors donc de ces universités d'été-là. Et parce que ça se tient sur 2 jours, quel est le programme durant ces 2 jours? Bien, disons que nous avons donc la conférence inaugurale sur le thème central, qui sera donc animée par les conseillers spéciaux. Théophile Balima, okay. Du Burkina, et Baba Sissé, conseiller spécial du président Assimi Goïta, Mahaman Louane Gaya, conseiller spécial du président du Niger, donc qui vont animer donc la conférence inaugurale. Nous avons donc des travaux thématiques de groupe qui sur la responsabilité de la jeunesse dans la reconquête du territoire.
Nous avons également quel modèle de gouvernance pour une souveraineté des États et quel modèle de politique économique et développement des États. Ça, c'est CADES-BF qui va s'en occuper à travers donc des cadres que nous avons désignés pour animer ces trucs. Maintenant, au niveau des panels, nous avons un premier panel qui est le volontariat comme outil de développement endogène des pays de l'AES. Ça sera donc animé par les directeurs généraux des structures en charge des volontariats des 3 pays. Voilà. Et nous avons donc un panel de développement endogène des pays de l'AES, responsabilité et modalités d'engagement de la jeunesse. Sera donc animé par le docteur Souré Zakaria, secrétaire général de la présidence. Donc, disons que c'est une activité qui doit regrouper au minimum 210 jeunes venus donc des pays de l'AES et autres pays que nous avons donc invités. Et comment justement vous avez procédé pour l'invitation? Est-ce que ce sont des structures associatives ou, ou des acteurs de la société civile ou des jeunes pas forcément organisés que vous avez invités pour ces universités d'été? Oui, merci Madame Nikiama. Pour l'invitation, nous avons donc, nous sommes passés par les organisations de la société civile des autres pays. Et ici également, nous mobilisons donc à travers les organisations de la société civile et également CADES-BF même s'organise pour mobiliser les jeunes, voilà, qui sont vraiment intéressés parce que bon, faut dire qu'il y a un engouement pour l'activité. Donc je pense que du 25 au 27, on sera à Ziaré pour les universités d'été de l'AES. Les universités d'été de l'AES, qu'est-ce que vous visez avec notamment cette rencontre? Disons que l'objectif principal, donc, c'est de susciter un engagement patriotique et volontariste des jeunes pour la souveraineté de l'AES. Voilà. D'abord, même, l'objectif principal, c'est ça. Et à côté, donc pour parler d'objectifs spécifiques, j'allais dire que c'est de créer un cadre d'échange entre les jeunes de l'AES pour un soutien réel des autorités engagées dans la reconstruction des États de l'AES et promouvoir les idéaux de souveraineté au sein de la jeunesse de toute l'AES afin d'inciter un sursaut panafricain ou haïtien et engager la jeunesse à cultiver les valeurs culturelles endogènes pour la reconstruction des pays de l'AES et développer l'esprit de volontariat pour construire nos pays. C'est-à-dire que nous devons partir que l'initiative soit à la base, qu'il y ait du volontariat. Vous avez vu que les directeurs généraux des différents pays de l'AES, les directeurs généraux qui s'occupent donc du volontariat sont invités. C'est pour qu'on n'attende plus que toutes les problématiques qui se posent là, que la jeunesse puisse prendre en main pour trouver donc des solutions. Ça veut dire que le schéma aujourd'hui, c'est qu'on a des autorités des 3 pays de l'AES qui se mettent ensemble pour lutter contre le terrorisme et développer leurs États. Donc, à la base aussi, il faut que la jeunesse, selon votre vision justement, les jeunesses de ces 3 pays-là se mettent ensemble aussi pour la même cause. Effectivement. Est-ce qu'on doit s'attendre à peut-être des activités communes après justement quand vous allez réunir cette jeunesse-là pour les universités d'été? Après, est-ce que vous aurez des actions communes dans chaque pays de l'AES par exemple? Ça fait partie donc de nos objectifs. Se mettre ensemble et avoir donc des actions communes de développement. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut prendre les bonnes pratiques. Si aujourd'hui, au Burkina, nous avons une pratique qui est salutaire, cette pratique-là peut être partagée au Niger, ça peut être partagé au Mali, et pourquoi pas dans d'autres pays qui ne sont pas de l'AES, et que nous espérons qu'on puisse donc avancer, parce qu'au-delà de l'AES, nous voyons l'Afrique. Parce que nous trouvons que l'Afrique a beaucoup souffert, et qu'on ne doit plus rester en marche. Nous n'avons pas de complexe vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des États-Unis. Nous n'avons aucun complexe.
nous observons que la plupart du temps, les fils de ces pays font donc les mêmes universités, ils sortent avec les mêmes diplômes, et si on veut faire même des statistiques, souvent ils sont donc les meilleurs. Mais qu'est-ce qui se fait que quand on revient au pays, nos pays sont à la traîne, pendant que, voilà, quand on regarde ailleurs, ça semble être l'Eldorado. Donc pour nous, on décomplexe la jeunesse, on demande à tout le monde de s'engager, de ne pas rester en marche et d'agir pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas s'arrêter. Voilà l'objectif. Donc on pourra vraiment pratiquer, partager les bonnes pratiques pour avancer. Et ce qui est primordial d'abord, c'est la question donc sécuritaire. Donc nous voyons que avec ce désordre-là, on n'avance pas, on patause, on s'accuse et on n'avance pas. Donc voilà. Au niveau du Burkina, quelles sont les autorités qui seront présentes pour l'activité? Ok, au niveau du Burkina, nous avons donc le ministre de la Jeunesse, qui est donc le président de l'activité. Voilà, le ministre Ola Sonda de la Jeunesse. Et nous avons donc l'invité d'honneur, qui est le ministre donc des Affaires étrangères, voilà, qui sera donc avec nous. Bon, on dit également, c'est vrai, on a au niveau des panels l'intervention donc des conseillers spéciaux, voilà, qui sont là, et le secrétaire général donc de la présidence qui sera là pour nous accompagner. Merci beaucoup. Rappelez-nous cette première université d'été là, ça va se tenir quand et où? Merci Madame Nikiema. La première université d'été de l'AIS se tiendra du 25 au 27 septembre 2024 à Zignaré. Voilà, d'accord, du 25 au 27 septembre. Septembre. C'est ce mois en fait. C'est voilà, dans quelques jours, le 25 au 27 à Zignaré. Est-ce qu'à ce jour, si des jeunes burkinabés sont intéressés, peuvent toujours se joindre à vous pour l'activité, ou bien vraiment vous avez arrêté la liste des participants? L'activité est ouverte. Ah, ok. L'activité est ouverte. Et d'ores et déjà, si des jeunes sont intéressés, ils peuvent nous contacter. On peut même donner... Okay. Allez-y pour le contact. Voilà, donc ils peuvent contacter le 78 01 13 86. C'est un numéro WhatsApp. Donc ils peuvent nous contacter pour participer à l'activité. Merci. Et toute personne qui a une contribution, voilà. C'est vrai qu'on parle de jeunesse, mais on parle du Burkina, on parle de l'Afrique. Donc toute contribution est attendue. Merci beaucoup. Merci, on a épuisé notre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Okay. Merci Madame Nikiema. Ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci, et je crois qu'on aura d'autres occasions pour parler d'autres thématiques de développement pour notre pays. Merci. Nous étions avec Monsieur Idrissa Sankara. Je rappelle qu'il est juriste et secrétaire général du CADES, le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso, qui organise la première université d'été de l'AES, ce qui va se tenir du 25 au 27 septembre prochain à Zignaré. On va s'arrêter ici pour l'entretien toujours. Et il est là, notre moniteur de Victoire Auto-École, M. Nema Palinfo. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors aujourd'hui, on parle des virages. Oui. Et comment aborder justement ces virages en toute sécurité, surtout lorsqu'il s'agit de virages dangereux. Oui, voilà. c'est le thème. C'est le thème. Donc, oui. Merci en tout cas de nous parler de ça. D'accord. Alors, parlons justement des virages déjà pour commencer. En général, les virages. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les virages? D'accord. Donc, je vais remercier tous les téléspectateurs. Comme chaque vendredi, nous sommes encore à la Victoire Auto-École pour donner un coup de pouce encore à la circulation routière. Voilà, d'entrée de jeu, les virages, c'est une déformation plus ou moins grave donc de la chaussée. D'accord. Donc on va voir les images ensemble. Oui, l'état de la route, là, comment c'est devenu. Voilà, donc à cet état-là, donc le problème qui se pose tout de suite, là, c'est la visibilité à l'avant, vous voyez. Donc il y a la possibilité que des gens vont venir en face, donc il faut faire beaucoup attention. Donc à peu près c'est ça. Donc virage égale problème de visibilité, donc il faut prendre garde. Voilà.
Alors, donc, comme vous l'avez dit, les virages présentent beaucoup de difficultés ou des risques. Oui. Alors, quels sont ces risques-là qu'on peut citer? D'accord. Mais déjà, je vais mentionner quelque chose. Ok. Bon, comme il s'agit des virages, ce sont des cas dangereux. Donc, on ne peut pas laisser le conducteur là, comme ça, là, au dépourvu, qu'à la dernière minute, il soit surpris de voir le virage là. Donc, il va avoir ce qu'on appelle la signalisation pour avertir à l'avance. Donc, c'est notamment les panneaux. Vous voyez, par exemple, ça. Donc, ça, ce sont des panneaux de danger déjà. Les panneaux de forme triangulaire, comme ça, la bordure rouge, là, ça signale des états de danger. Par exemple, vous voyez la flèche noire qui est à l'intérieur, là. Donc, c'est le virage qui est matérialisé comme ça et ça donne la direction du virage. Donc, la lecture, ça sera quoi? Attention, virage dangereux, accentué vers la droite. Voilà, on va aller encore. Ça, c'est le contraire. Attention, virage dangereux, accentué vers la gauche. On va avancer aussi. On continue voilà avec ça là. Attention, voilà, vous voyez, double virage. Donc, c'est plusieurs virages. Donc, double virage dangereux, dont le premier commencera par ma gauche. Je vais tout droit. Donc, où ça va tourner là, c'est vers la gauche. Le premier virage commencera par la gauche. Donc, attention. Encore, on va aller. S'il y a une autre. Bon, il y avait l'autre image ici comme ça. Voilà. Bon, il y a l'autre aussi qui est accentué vers la droite, double virage dangereux, dont le premier est accentué vers la droite. De toute façon, il suffit seulement de suivre le panneau là, avec l'indication qui est mentionnée à l'intérieur, le symbole qui est mentionné à l'intérieur. Donc, maintenant, pour revenir à votre question là. Les risques. Donc, les risques là, les risques c'est quoi? Tout de suite là, c'est les chutes. Souvent, il y a les routes là, avec les ravins sur les côtés, d'accord? Donc, si vous ratez votre virage là rapidement, vous plongez dedans, donc on ne le souhaite pas. Donc, il y a aussi les risques de dérapage, d'accord? Il y a les collisions aussi. Voilà, vous voyez, donc si tu dérapes, tu rates maintenant la chaussée, tu te retrouves dans cet état, l'accident est arrivé. Donc, il y a comme il dit là, les collisions là. Donc, il y a par un moment, les gens se rentrent dedans, tout simplement parce qu'ils ont mal négocié le virage ou bien ils ont été imprudents. Regardez comment ils patinent. Donc, il est en train de déraper. Donc, tout ça là, c'est la vitesse à hauteur des virages là qui occasionne cela. Donc, c'est pour dire, grosso modo, que le problème réel là maintenant occasionné, ce sont les accidents. Les accidents. Voilà. Alors, justement, comment on peut faire? Que faire justement lorsqu'on aborde un virage? D'accord. Donc, si vous abordez le virage, ce qu'il faut faire, d'accord, la première des choses, puisque vous allez être guidé par le panneau de danger, là, c'est qu'on vient de passer en boucle là. Donc, une fois que vous avez vu le panneau, il faut déjà réduire votre vitesse. Donc, on arrête d'accélérer, vous rétrogradez. Quand on rétrograde, là, on passe d'une vitesse supérieure à une vitesse inférieure. Donc, en ce moment, ça va atténuer aussi l'allure de votre véhicule et vous serrez au maximum à votre droite, surtout lorsqu'il s'agit des routes à double sens de circulation, parce qu'en ce moment, on est susceptible de rencontrer des gens qui viennent en face. D'accord? Maintenant, si vous circulez la nuit, d'accord? Donc, vous allez commencer par jouer avec vos feux de route là, c'est ce que vous appelez code-phare là. Vous lancez, ça va loin, vous coupez, vous lancez, vous coupez. Ne les laissez pas comme ça, sinon si quelqu'un vient en face là, ça va le gêner. Donc, vous lancez, vous coupez, c'est pour signaler à quelqu'un qui serait en train d'aborder le virage là, comme on appelle, à votre encontre là, que donc il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Donc, lui aussi, il va s'apprêter, prendre ses précautions. Mais si vous circulez en pleine journée, vous pouvez utiliser les avertisseurs sonores. Donc, vous klaxonnez, pom, 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 voilà, pour avertir. Si quelqu'un aussi est en train de venir pour vous croiser, là, il réagira aussi comme ça et chacun sert au maximum à sa droite. Donc, voici ce qu'il faut faire. Donc. D'accord. Et donc, on n'aborde pas un virage aussi étant en vitesse. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc on réduit la vitesse, d'accord, on rétrograde, on serre au maximum à droite. On utilise les avertisseurs sonores une fois qu'on circule dans la journée. Mais si c'est la nuit, on ne doit pas faire de bruit. On va utiliser maintenant les feux de route. On lance, on coupe, on lance et on coupe. Donc, c'est la conduite à tenir comme ça pour aborder donc, les virages. Ça veut dire aussi, parce que vous avez parlé de l'importance aussi du panneau, et ça veut dire qu'avant même d'arriver au virage, voilà. Il est nécessaire voilà, que le panneau, oui. Donc, hors de la ville, signale. oui, hors de la ville comme ça, là, le panneau de danger est planté à 150 mètres avant même le début du virage. Là. Donc, pour vous avertir. Donc, à partir du panneau, déjà, maintenant, vous allez commencer à faire les manœuvres nécessaires. Là. Donc, réduire la vitesse, rétrograder, serrer au maximum à droite. Et une fois maintenant que vous abordez le virage en tant que tel, donc, vous allez jouer maintenant avec les feux de roue si vous circulez la nuit. Ou bien maintenant, vous utilisez les avertisseurs sonores là, si vous êtes en pleine journée. Comme on a l'habitude de le dire, la route nous parle. Voilà, juste à travers la signalisation. Alors, on prend l'exemple qui est affiché à travers l'image. Il s'agit de... Par exemple, ça aussi, c'est une autre signalisation qui vous avertit d'un danger. En réalité, c'est la ligne qui est au milieu. Là. Lorsqu'elle continue comme ça,
elle vous dit de ne pas la toucher. Donc c'est pour dire quoi, chacun doit rester dans sa voie. Comme la manière que le véhicule blanc est en train de faire, ce n'est pas, pas bien, il devait serrer au maximum à sa droite et puis éviter les dépassements. D'accord. Tout cela, ça fait partie de l'ensemble des signalisations là. Donc d'abord, le panneau là va avertir et encore à l'approche du virage là, vous allez avoir la ligne continue comme ça qui dit de ne pas la franchir. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oser faire à hauteur d'un virage? Ah ok, ça c'est vrai, oui. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut faire, il faut aussi le contraire. Voilà, donc à hauteur des virages, là, tout de suite, là, c'est la vitesse, là. Donc arrêtez de faire... la vitesse. Non, arrêtez de faire la vitesse. Deuxièmement, il ne faut pas faire de dépassement. On vient de voir la ligne tout de suite là qui a dit ne me touche pas. D'accord. Si vous faites le dépassement pendant que vous n'avez pas une bonne visibilité à l'avant, si vous êtes sur une route à 12 ans de circulation, le risque est grandiose. Parce qu'à tout moment, quelqu'un peut déboucher aussi et que vous occupez sa voie, il ne s'attend pas à vous. Donc vous allez vous rentrer dedans. D'accord. Voilà. Donc lui, c'est une bonne manœuvre. Il est en train d'aborder en serrant au maximum à sa droite, d'accord. Maintenant, il y a les arrêts et les stationnements aussi qu'il ne faut pas faire à hauteur des virages. Donc, même si vous êtes en panne, d'accord, vous allez quitter là-bas. Voilà. Ou bien, c'est risqué. Voilà, le cas échéant, vous allez devoir utiliser un triangle de présignalisation, déposer, mais grouiller le plus rapidement possible là, pour pouvoir quitter à hauteur du virage là. Mais à d'autres, c'est même pas qu'ils sont en panne, mais ils viennent de façon négligente comme ça là pour garer au bord de la chaussée là comme ça, pendant que vous êtes à hauteur d'un virage. Donc ceux qui vont venir derrière vous là seront tentés maintenant de faire quoi? De vous dépasser en se déportant dans la voie de gauche, laquelle voie ne les appartient pas, ça appartient à la circulation de sens inverse, et quelqu'un qui vient ne s'attend pas à vous prendre dans sa voie là, donc facilement l'accident là va arriver. Donc pas de dépassement, pas d'arrêt, pas de stationnement, et vous évitez aussi les excès de vitesse. Super. Merci beaucoup. J'espère que maintenant vous savez ce que c'est qu'un virage dangereux surtout et puis les précautions à prendre lorsque vous abordez un virage. Je pense que c'est les mêmes conseils pour ceux qui sont en moto. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Voilà, la vitesse, tout usagé, oui. D'accord. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup et on va rappeler quand même les agences. Les agents de Victor Auto-École. D'accord, on commence avec Somgandé qui est le siège. D'accord, après l'hôtel Simandé en allant, il y a l'arrondissement et la police. À votre gauche là. Après ça, si vous avancez, on a une agence là-bas. Ensuite, on remonte à Tampoui, voilà, au pied de l'échangeur. On a aussi à Kiliouin et on repart encore à Cambouin-Saint et puis à Kosoguin. Voilà, ce sont nos agences comme ça. Mais maintenant, vous allez voir au niveau des images, vous verrez donc les contacts, notamment du numéro commercial. Voilà, c'est ça. De Victor voilà, 70, 65, 15, 70. Donc vous contactez si vous êtes un peu égaré. Donc on va vous guider si vous êtes dans la zone. Merci beaucoup, M. Palefo. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bon vendredi. Merci à vous, pareillement. Merci beaucoup. Bon vendredi à vous tous également. On reste ensemble puisque juste après, on retrouve Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et bon Juma Mumbarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Que le bon Dieu exauce nos différents vœux et qu'il nous permette tout un chacun de nous de travailler à porter notre pierre pour le retour de la paix ici au Burkina Faso. Amen. Amen. On débute les rendez-vous du week-end à Kefare pour parler de l'événement dont le promoteur est l'homme de savane. Tout à fait. Kefa Zamnoro. Nous sommes à la 5e édition de ce festival qui se veut rassembleur, un festival qui va contribuer en tout cas au retour de la paix, un festival qui va contribuer à ramener la sécurité ici au Burkina Faso à travers les différents messages que nous allons véhiculer durant cette 5e édition, mais également à travers le message aussi que ces artistes-là vont véhiculer puisque des artistes ont décidé de nous accompagner pour cette 5e édition, une émission qui a débuté, une édition d'ailleurs qui a débuté hier et qui va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au 15 du côté plus précisément de Kiemfanke. L'espace a été aménagé pour vous recevoir chaque soir, pour vous permettre en tout cas, tous ces artistes-là, de venir vous émerveiller, parce que cette année, nous allions en musique, mais également nous allions en humour, pour permettre que le thème qui a été retenu pour cette 5e édition est le suivant, paix et sécurité pour le Burkina Faso, car nous en avons besoin, et les artistes ont pensé qu'il était bon d'apporter leur contribution pour le rayonnement de cette 5e édition. Parmi eux, on peut citer Miss Saniak, Lanabelle, on peut citer Souké Sidiki, on peut citer le Kinaba, voilà, entre la personne de
Flobi. On peut citer Des Altino, Talco Poulo, Ahmed Simani, Abibou Sawadgo, Natou, pour ne citer que cela. Et pour la grande surprise, nous allons vous demander d'effectuer le déplacement le dimanche, puisque nous avons un invité qui va quitter la Côte d'Ivoire, qui va fouler le sol burkinabé, qui va encore vous émerveiller à travers une belle prestation. Donc retenez, le festival, il est ouvert. Ce matin, à partir de 9h, déjà, vous pouvez aller visiter. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris des stands, qui vont vous proposer des mets locaux, puisque nous allions, voilà, comme l'avait dit le capitaine Thomas Sankara, nous devons produire et consommer burkinabé. Alors nous mettons des mets locaux à votre disposition, mais également nous vous permettons de vous égayer chaque soir. Donc effectuez le déplacement du côté de Kemfane pour vivre la 5e édition du festival Kemfane Zamno. On passe au cinéma. Cinéma également, nous parlons voilà aujourd'hui avec le programme du Ciné Nerwaya. Le Ciné Nerwaya qui vous présente le film Qui cherche trouve. C'est un film de Yannick Laurent Bado et bien sûr Ouedraogo Kotim. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Et du côté du ciné Burkina, après un succès du côté de Paris, elle rebelote encore ici au Burkina Faso. Elle, c'est cette grande dame au grand cœur qui n'est autre qu'Augusta par l'info, qui rebelote avec son film L'Ambassadrice. Il faut noter que ce film-là a eu un franc succès au festival des identités culturelles FESIC, mais également un film qui a eu des distinctions comme étant la meilleure interprétation féminine et également la meilleure interprétation masculine. Alors c'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, nous allons vous demander de vous déplacer ce jusqu'au dimanche, voilà, aux environs aux heures de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Ben, venez découvrir comment Madame l'ambassadrice se comporte, tout simplement au ciné Burkina. On termine avec les rendez-vous du Savane Média. Les rendez-vous de Savane Média, c'est déjà à partir de 11h. Seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour prendre part à votre émission cadeau du jour. Vous nous donnez la bonne réponse et vous repartez à la maison avec le cadeau que nous offre notre partenaire. Et demain, sur l'ensemble du média, c'est votre émission d'information. Alors, qui va recevoir demain le coach Nabonswende François Savadogo. Avec lui, il sera question d'échanger avec le directeur de l'information dans votre émission 100 minutes pour comprendre. Voilà, donc nous allons vous demander d'être des nôtres à partir de 8h sur l'ensemble des médias et à la télé comme à la radio. La rétrospective du soirée à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Du côté de la radio, le rendez-vous, il est pris le dimanche à partir de 6h. Et la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Comme quoi nous avons décidé d'être la puissance de la communication, de nous rapprocher encore plus de vous. Mais celui-là qui vous présentera cette rétrospective, ce n'est autre que le maestro El Capitaine Rasmane Nikiema. Voilà, c'est ce dernier-là qui va vous présenter cette rétrospective pour vous dire tout simplement que là où va la masse, c'est tout simplement là que ça se passe. Merci beaucoup. Merci. Merci bien, Honoré. À vendredi prochain. Inch'Allah, merci. En attendant, nous, on vous souhaite bon week-end. Mais permettez-nous de dire merci à toute l'équipe de semaine qui nous a accompagnés. Merci à nous, Foubon Congo, et à Michael Yamego au son et à la réalisation. Merci à Laura, toujours à la production. Merci à Aurélie Somtoré qui a assuré le maquillage cette semaine. Merci à tous les monteurs en salle de montage, aux diffuseurs et merci surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de la semaine. Le rendez-vous est pris pour lundi, Inch'Allah, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Allez, bon week-end.